Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air, mais tout de suite, c'est-à-dire. Philippe Gabillet, bonsoir. Vous êtes professeur à l'ESCP où vous enseignez le développement personnel et vous publiez Éloge de l'audace et de la vie romanesque aux éditions Saint-Simon. Alors dans ce livre, donc, vous expliquez pourquoi il faut être audacieux dans la vie et vous commencez par nous expliquer, et j'ai été très déçu, vous commencez par nous expliquer qu'on ne peut pas se réaliser pleinement en ayant pour seule ambition que d'avoir une vie peinarde. Pourquoi avoir une vie peinarde? Ça ne peut pas être notre ambition dans la vie. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça peut l'être. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça ne peut pas être une injonction. Ce qui va poser problème, c'est le discours, une partie du discours ambiant, qui va consister à nous dire, surtout, en toutes circonstances, choisissez la modération. Quand c'est pas la modération, c'est la sobriété heureuse. Quand c'est pas la sobriété heureuse, c'est prenez la vie comme elle est. Être heureux, c'est aimer la vie, c'est d'abord aimer la vie qu'on a. Enfin, il y a une espèce de dimension comme ça qui, me semble-t-il, devient dangereuse si elle devient quelque chose qui est conseillé à tout le monde. Vous allez, c'est vrai, à l'encontre de ce qu'on entend partout. Vous vous dites, il ne faut absolument pas avoir pour ambition d'avoir une vie modeste. C'est vrai, aujourd'hui, il y a le principe de précaution, il faut être décroissant, il faut consommer peu, etc. Moi, je dis il faut être frugal. Voilà. Vous dites, non, il ne faut absolument pas être frugal. Il y a une alternative. On n'est pas dans l'obligation de vivre comme ça. Et après, il y a bien évidemment une interrogation philosophique derrière. C'est-à-dire que si on considère qu'on a devant soi, allez, 90 ans de vie. 90 ans de vie, moi je le dis, c'est 33 000 jours. 33 000 jours, 800 000 heures. C'est pas mal, mais c'est guère que 33 000 jours, 800 000 heures. Donc ce temps-là, et si on considère qu'on est un moment unique dans l'histoire de l'univers, autant essayer d'utiliser ce temps de vie pour avoir vécu de la façon la plus intense possible, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Être quelqu'un qui restera dans la mémoire des autres, je trouve que c'est quelque chose qui est formidable comme projet. Donner un sens à sa vie, c'est d'abord avoir tenté de rendre service au plus grand nombre de gens possible. Et on ne peut pas faire ça en mode petit bras, quoi. Moi, je ne pense pas. Voilà. Et oui, vous dites, parce que c'est typique de nos sociétés laïques d'ailleurs, parce que dès lors qu'on sait qu'il n'y aura pas, enfin, c'est ce que vous expliquez, dès lors qu'on sait qu'il n'y aura pas si on considère qu'il n'y a pas de vie dans le paradis de Dieu. Autrefois, le problème ne se posait pas. De toute façon, je travaillais pour ma vie éternelle, etc. Voilà. C'était super. Bon, maintenant, ça n'est plus ça. Si, c'est possible pour certains, mais on est dans une société qui nous donne aussi le droit, et surtout, on est dans une société où, chose fondamentale par rapport à avant, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, étaient des gens qui sont nés, ils ont grandi, ils ont fait leur vie dans un rayon de 30 km autour de leur lieu de naissance. Aujourd'hui, on peut aller partout, la connaissance est gratuite, etc. Le monde dans lequel on vit est un monde de possibilités. C'est pas maintenant, on va se mettre à vivre en mode restreint. Alors vous dites, il faut s'écouter. Mais alors, ça veut dire qu'il faut tout envoyer valdinguer, ça fait un peu cliché, quoi, aller vivre dans une île du Pacifique Sud, aller élever des chefs dans le Larzac. D'abord, c'est quoi être audacieux? Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de gens comme ça qui veuillent aller vivre dans le Pacifique ou le Larzac. En revanche, l'idée de tout envoyer promener, il y avait encore un sondage, c'était IFOP qui est sorti début septembre, où 49% des personnes interrogées vous disent qu'ils ont le sentiment, c'est un sentiment, de passer à côté de leur vie. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vous disent, dans le fond, j'aurais peut-être voulu faire autre chose, être autre chose, j'ai fait d'autres choix, il faut aussi être responsable. L'audace devient dangereuse quand elle fait totalement fi des finalités et des conséquences. Il faut le reconnaître. On peut quand même rester responsable. En revanche, tout individu aujourd'hui a la chance de vivre dans un monde, en tout cas dans nos pays à nous, dans lequel il peut se permettre de redonner la place au rêve de vivre différemment. Ça ne veut pas dire obligatoirement tout envoyer balader, mais on peut toujours envoyer balader peut-être certaines petites choses qui nous encombrent. Mais alors pourquoi ne s'écoute-t-on pas plus, cette petite musique intérieure? C'est parce que c'est la crise, on a peur de perdre son emploi, de son petit confort? Oh non, je pense que la crise, elle aurait bon dos. Je pense que d'abord, je dis toujours, moi, que l'être humain, c'est un animal formidable, mais il ne se rend pas compte de la cage dans laquelle il est, puisque sa cage, il la porte à l'intérieur. Mais la cage, c'est la conformité, c'est le qu'en dira-t-on, c'est on ne peut pas faire ça, c'est aussi personne n'aime, il y a très peu de gens qui aiment, dans le fond, provoquer, choquer les autres, voire rendre malheureux les gens qui sont autour d'eux en émettant des projets de vie qui seraient scandaleux. Bon, donc moi, je comprends tout ça. Et en fait, on ne s'écoute pas suffisamment. Parfois. C'est-à-dire que parfois, on se fait systématiquement passer après les autres. Et je donnais l'exemple de Bronnie Ware, qui était cette femme qui avait accompagné des gens en fin de vie. Et la plupart des gens en fin de vie, vous disiez, dans les regrets fondamentaux qu'ils avaient, le regret fondamental, c'était j'ai peut-être trop vécu une vie qui avait été décidée par d'autres et pas assez par moi. Voilà. Et alors c'est quoi? Quels sont ces regrets, Doc? Quel verbe est typique de l'audace? C'est être, faire,
avoir, c'est quoi? En tout cas, J'aurais voulu être chanteur. Les mots-clés de l'audace, c'est peut-être plutôt oser. J'aurais effectivement osé être autre chose, oser essayer, oser tenter d'obtenir telle ou telle chose que je n'ai pas pu obtenir. La notion d'oser est importante. C'est Littré qui dit en fait que Émile Littré dit la définition de l'audace, c'est une espèce de mouvement de l'âme qui me pousse à sortir du cadre et à tenter des choses différentes, en dépit des risques. Et alors si je suis salarié confortablement installé dans la vie, et tiens, je me lance dans une carrière de chanteur et puis je perds tout, et je me retrouve SDF, etc. On aura dit bravo, bravo l'audace, merci monsieur Gabillet de m'avoir donné ce bon conseil. J'ai tout envoyé valdinguer, je me retrouve SDF dans la rue. Mais attention, effectivement, alors dans ce cas-là, si on veut être sûr et certain quand on sort du cadre et qu'on transgresse, si on veut être sûr et certain que ça fonctionnera, il faut pas y aller, effectivement. Moi, je dis, mais surtout n'y allez pas, restez là où vous êtes, parce que alors on aura une vie ratée. Non, on aura eu une vie conforme. Puis attendez, la banalité a jamais été opposable au malheur. On peut parfaitement avoir une vie tranquille, peinarde. Encore une fois, ce n'est qu'une option. La vie audacieuse et la vie romanesque, ce n'est qu'une option, ce n'est en aucun cas une injonction. Jamais je ne me permettrai de dire « Attendez, monsieur, madame, vous devez mener une vie comme ça audacieuse. » Non. Est-ce que c'est pas très égoïste? Parce qu'on en voit quelque part valdinguer ses obligations professionnelles, ses obligations familiales. On entraîne dans sa vie romanesque sa femme, ses enfants, etc. Oui, et d'autres vous diront le jour où j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu faire, le jour où j'ai créé l'entreprise que je rêvais de créer, le jour où j'ai décidé d'écrire, ce jour-là, je suis devenu un homme ou une femme plus agréable à vivre, en tout cas plus intense à vivre que les autres. Il n'y a pas de règle en la matière, mais il y a des options. En revanche, la pire chose, c'est le regret. C'est arriver en fin de bout en disant, de toute façon, j'aurais quand même voulu essayer, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est terrible. Alors, est-ce qu'il y a un moment où il faut se lancer? Vous dites, on n'est jamais prêt. Mais alors, si on n'est jamais prêt, là, il faut être audacieux là, à la fin de cette émission, non. Allez hop. Ah, c'est possible. En tout cas, ce que je dis, c'est que ceux qui n'entreprendront jamais, c'est ceux qui attendent d'être prêts. C'est-à-dire que si on attend d'être prêt pour monter une boîte, on attend d'être prêt pour écrire un livre, on attend d'être prêt pour se marier, on attend d'être prêt pour adresser la parole à quelqu'un qu'on aime, si on attend d'être prêt, le train finit par passer. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, la pire des malchances, je crois que c'est Calderón, qui était le philosophe espagnol, qui disait la pire des malchances, c'est la chance qu'on a laissé passer. Parce qu'on a trop attendu. Donc voilà, oui, je pense qu'on n'est jamais prêt, mais d'un autre côté, on peut ne pas être prêt, avoir peur, et se dire, bon, allez, il n'y a que l'inconfort qui rend vigilant, je vais quand même tenter. Si on n'essaye pas, si notre vie n'est pas aussi la somme des choses que l'on a osé faire, alors qu'on n'était pas à 100% prêt, dans ce cas, on ne fera que ce qui est planifié. Et si on ne fait que ce qui est planifié, il me semble qu'on risque de rater un certain nombre d'opportunités vis-à-vis des autres. Donc on risque de rater des rencontres avec des gens. On risque soi-même aussi de ne pas être l'opportunité qu'on aurait pu être pour quelqu'un d'autre. Alors vous donnez un exemple imagé de ce que peut être l'audace, c'est la Tour Eiffel. Oui. En quoi consiste-t-elle, l'exemple type de l'audace? C'était audacieux, la Tour Eiffel, parce que si on se met dans l'esprit d'un homme ou d'une femme de 1889, cette espèce de machin métallique tous les intellectuels de l'époque... Cette tour vertigineusement ridicule, qui écrase les Parisiens. Ce monstre de tôle boulonnée, disent à l'époque... Il y a un manifeste dans Le Temps où tous les intellectuels de l'époque disent mais il faut démonter ce truc-là vite fait, en disant surtout plus jamais un touriste ne voudra venir admirer Paris tant que cette énorme chose sera là. Je dis souvent, quelle prescience, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui bien évidemment, mais quelle prescience avaient les intellectuels des années 1889. Est-ce que vous avez un conseil pratique là, pour plonger dans le grand bain de l'audace, ou dans le grand bassin de l'audace, puisqu'il y a sur la pochette, là, on voit un petit poisson qui sort du petit bocal et qui va dans le grand. Écoutez, il est audacieux. D'abord, il y a un conseil, il y a deux petits conseils. Le premier, c'est de se dire, à un moment donné, de mettre noir sur blanc, dans le fond, de quoi j'ai vraiment envie. Ah oui, c'est des choses banales. Vous faites référence au livre, La liste de mes envies. C'est un livre extrêmement intelligent, parce que le message donné, c'est, au moins, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais au moins, posez-vous la question, une fois dans votre vie, posez noir sur blanc tout ce que vous aimeriez faire. Et ensuite, il y a une autre liste qui est très intéressante, c'est ce que j'appelle la liste des routines. Quelles sont en fait, dans ma vie actuelle, un certain nombre de choses que je pourrais tenter de faire différemment dès demain matin, sans pour autant tout chambouler. Mais se mettre dans une posture par rapport au monde d'ouverture au possible que pour l'instant, je ne me donne pas le droit de regarder. Eh bien, merci beaucoup pour ces analyses et ces bons conseils. Donc Philippe Gabillet, professeur à l'ESCP, et vous publiez Éloge de l'audace et de la vie romanesque aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.